Les bateaux partaient avec les sionistes Bien pour sûr. la terre d'Israël, mais partaient aussi dans toutes les directions, y arrivaient de toutes les directions, avec beaucoup de marchandises. Et les Juifs, qui étaient presque 40% de la population en 1900, étaient les médecins, étaient les intellectuels, Ils mais étaient étaient aussi aussi des voyous. des voleurs. Et si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à un peu plus de 10 heures ce matin. Voilà, si vous aimez et vous êtes passionné d'histoire, eh bien restez avec nous car j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite un passionné d'histoire qui est aussi guide évidemment en Israël depuis plus de 30 ans. Alors il a parcouru tous les sentiers de ce pays, mais il a aussi beaucoup guidé, on va dire, sur les traces du peuple juif en Europe et notamment, voilà, il est passionné par l'histoire des Juifs d'Odessa. Donc, il s'appelle Motti Likvornik. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Motti. Bonjour. On vous appelle Motti. Il faut appuyer sur le bouton rouge. Voilà, une fois, c'est bon. On est content de vous accueillir. Merci beaucoup. Ben voilà, parce qu'en fait, vous allez donner une conférence, on va tout de suite l'expliquer, une conférence par Zoom le mardi 23 juin de 11h à midi, 1 heure, ou alors on va voyager bien loin d'ici, mais pas tant en fait, parce que Odessa et Israël ont une histoire un peu cachée, mais très 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 liée en fait. Extrêmement lié, c'est évident. On parle d'une ville, Odessa, qui aujourd'hui est en Ukraine, au bord de la mer Noire, où on a une histoire juive absolument passionnante. Moi, j'ai commencé, je suis rentré dans le bain, je peux dire, par mes lectures, depuis plus de 20, 30 ans. Parce que vous n'avez rien à voir, on va dire, vous n'avez pas de lien de famille avec Odessa, vous n'êtes pas né là-bas, vos parents non plus. Non. Voilà, c'est les lectures qui ont fait que vous êtes attaché à cette ville. Oh, j'avais peut-être quelqu'un de la famille qui est passé à Odessa, mais c'était pas vraiment ce qui m'a fait cette connexion, mais mes lectures. Lorsqu'on lit sur le sionisme, on revient toujours à Odessa. On lit sur le peuple juif du fin 19e, surtout 20e siècle, on revient à Odessa. Alors je me posais la question, qu'est-ce qu'il y a de particulier à Odessa ? Et cette ville, elle m'a envoûté. J'ai été la première fois il y a à peu près 10 ans. Depuis, j'y passe beaucoup de temps. J'y vais 8-10 fois par an. Et c'est une ville dont on tombe facilement amoureux. Et vous arrivez, malgré le temps qui a passé, malgré les Juifs qui sont partis, alors il en reste encore, hein, mais à retrouver les traces de cette vie juive très intense qu'il y avait à Odessa. Oui, on la retrouve vraiment, cette ville juive. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire. Il y a une vraie vie juive. Tout d'abord, il y a une communauté, il y a 30 000 Juifs qui habitent aujourd'hui. Bien sûr. Mais il y a, lorsqu'on demande aux gens non juifs, quelle langue vous parlez ? Parce que c'est l'Ukraine. Alors on s'attend à ce qu'ils parlent l'ukrainien. Alors non, ils parlent le russe là-bas. Pourtant, ils sont très nationalistes ukrainiens, mais leur langue de tous les jours, c'est le russe. Et quand on leur dit, mais c'est quoi comme russe ? Eux-mêmes, ils disent, mais c'est du juif russe. C'est pas le russe habituel. Lorsque vous allez dans un restaurant typique, non juif, ils vous servent, ils vous demandent est-ce que vous voulez la corbeille de pain typique ? Et là, ils vous amènent dans une corbeille de pain, une challah et des matzot. Et ils vous disent ça, c'est le pain d'Odessa. C'est incroyable. Complètement incroyable. Ils n'ont pas peur en plus ces dernières années, sur toutes les maisons où ont vécu des juifs célèbres, ils mettent des plaques en russe et en hébreu. Par exemple, sur la maison de Jabotinsky, il y a une plaque avec une carte du Grand Israël. Ils font un petit peu leur mea culpa ou comment ? Alors, Odessa, c'est aussi une histoire à part. D'accord. Odessa est truffée de pogroms au 19e siècle, début du 20e siècle. Avec le communisme, la catastrophe, la Shoah, la plus terrible. Mais là, je vais dire une chose, je sais qu'il y en a qui vont dire, mais c'est pas possible. À Odessa et dans la région d'Odessa, il n'y a pas un Ukrainien, et j'allais dire presque il n'y a pas un Allemand qui ont touché aux Juifs. C'était sous domination roumaine. Et les Roumains étaient excellents, malheureusement, pour la Shoah. Ils avaient besoin de personne. Ils ont fait des couvre-feux absolus. Aucun Ukrainien pouvait être dehors. Et c'est les Roumains qui ont massacré tous les Juifs là-bas. Pas les habitants d'Odessa. Pas les habitants d'Odessa. Bon, alors, ouais, si ça vous passionne comme vous, comme Motti Likvornik, si cette histoire vous intéresse, je rappelle que vous allez donner une conférence mardi 23 juin de 11h à midi. Alors, de quoi vous allez parler ? Parce que Odessa, ok, vous passionne, mais ça vous passionne aussi parce qu'il y a un lien avec le sionisme et notamment Tel Aviv.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, sans tout nous raconter, mais au moins nous dire pourquoi la ville de Tel Aviv est tellement liée avec Odessa? D'accord. Bon, je vais commencer tout d'abord par quelques faits. En 1900, Ouais. c'est la troisième plus grande communauté juive au monde, après Varsovie et New York à l'époque. Donc il y a une vie juive extraordinaire. Plus de 70 synagogues, des dizaines de centres d'études. Et là-bas va se passer quelque chose. J'ai un ami, Michael Gamrasny, qui a défini ça comme Ruach Odessa, l'esprit d'Odessa. Et à Odessa, vers 1880, on a des juifs qui vont se retrouver et créer des choses extraordinaires. Un s'appelle Pinsker, l'autre s'appelle Lilian Blum. Ils ont besoin d'argent, ils vont voir monsieur Vysotsky. Vous connaissez le thé Vysotsky? C'est le millionnaire d'Odessa. J'allais dire d'Odessa. Et ils vont penser à un projet qu'on va appeler, nous, la première Alia. Ni plus ni moins. Donc, toute cette idée de monter en Israël pour créer un État, on est avant Bien Théodore sûr. Herzl. Bien sûr. Ça se passe à Odessa. C'est là-bas que Pinsker écrit l'auto-émancipation, j'allais dire, qui est déjà le Herzl, même si Herzl, lorsqu'il écrira ses livres, il ne connaîtra pas encore au début Pinsker. Et puis, bien sûr, c'est une ville où on va avoir toutes les idées qu'on a aujourd'hui, entre un sionisme culturel, Ahadam est de là-bas. D'ailleurs, il travaille pour Vysotsky. Il faut bien qu'il gagne sa vie, ce Ahadam. On a Jabotinsky, que j'ai déjà cité. On peut dire qu'il nous marque jusqu'à aujourd'hui dans la politique, dans la culture. Et c'est la ville de gens comme un certain Meir Dizengoff. Et lorsque Meir Dizengoff va monter en Israël et qu'il y aura cette idée extraordinaire de construire une ville juive moderne, le modèle que lui, il a, ainsi que ses amis, Menachem Shenkin, par exemple, puis des dizaines d'autres. Bien sûr. C'est On comprend que tous les personnages célèbres qui ont été liés à la ville de Tel Aviv, apparemment, viennent d'Odessa. Voilà. Et donc, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire qu'ils ont pris comme modèle la ville d'Odessa et que Tel Aviv est calqué un peu sur ce qu'était à l'époque Odessa? Bien sûr. Lorsque moi, je guidais ici à Tel Aviv, alors je montrais aux gens le boulevard Rothschild. Et souvent, les gens de France me disaient « Mais c'est pas ça un boulevard ». Parce que là, il y a un terre-plein central. C'est peut-être une avenue ou autre. Mais non, c'est un boulevard parce qu'à Odessa, on a le même style d'endroits et on les appelle à Odessa des boulevards. Donc, lorsqu'ils créent Tel Aviv, ça s'appelle un boulevard. Voilà, par exemple, un exemple typique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme lien. exemple typique à part le boulevard Rothschild de Tel Aviv, en termes d'architecture, par exemple? Par exemple, en termes d'architecture, c'est la volonté de créer une ville qui ne soit pas obligatoirement au bord de la mer. C'est vrai qu'ils ont réussi à acheter des terrains. Ils ne pouvaient pas avoir obligatoirement l'accès à la mer en 1909 à la création de la ville. Mais même dans leur vision, on ne construit pas vraiment au bord de mer. Pourquoi ? Parce que la ville d'Odessa, le centre historique, se trouve sur un promontoire. Donc, on n'est pas sur la mer, on est un petit peu au-dessus. Et en fin de compte, la rue Herzl, ce qui devient ensuite le boulevard Rothschild, sont un peu comme sur un promontoire un peu éloigné de la mer. Voilà un exemple encore. Bon, alors j'imagine que cette appétence de la ville pour la culture vient aussi d'Odessa. C'est ce que vous supposez, j'imagine? Bien sûr. Ce sont des gens qui viennent d'un milieu culturel et qui ont voulu créer cette ville culturelle. Bon, il y a d'autres influences. Herzl qui vient de Vienne et qui rêve d'une ville culturelle, on ne peut pas l'enlever. Mais c'est évident que pour des gens comme Dizengoff, le soir, après avoir terminé sa journée de travail, on va à l'opéra. Donc il y a un opéra à Tel Aviv. Et donc voilà. Ok, alors il y a une autre grande vedette de l'époque, c'est Bialik. Bien sûr. Alors, comment est rattaché Bialik à cette bande d'Odessa? Bon, il vient aussi d'Odessa. Et comment il est arrivé en Israël? Une grande partie de notre culture hébraïque aujourd'hui, avec ces grands écrivains, ça a quand même des racines très profondes à Odessa. Même s'ils naissent pas tous à Odessa, ils passent, ils écrivent, ils y restent. Alors, bien sûr, Bialik, je vais y revenir, mais des gens comme Tchernichovski, par exemple, qui sera là-bas, comme Ansky. Alors, c'est lui qui a écrit le D-Book. Tous ces gens, Mandalay Mocher Sfarim. Et puis ça va être les historiens, mais les grandes plumes, Dubnov par exemple. Okay. Tous ces gens habitent dans le même quartier. Et Bialik est le grand écrivain. Et lorsqu'il va pouvoir, je vais dire, s'enfuir de l'Union soviétique, il aura des aides pour cela.
c'est évident qu'il va aller à New York, aux on États-Unis, l'attend, ouais. aux États-Unis. Et il va prendre sa décision de venir sur la terre d'Israël et à Tel Aviv. Et il va aller habiter à côté de la mairie. C'est son ami Meir Dizengoff qui est maire au même moment et qui va l'aider pour avoir ce terrain très convoité. Donc tout ça, on comprend que c'est une bande de copains idéalistes, sionistes. Voilà, ils ont créé, ils se sont enfuis bien sûr d'Odessa et ils ont créé ensemble Tel Aviv. Ils ont apporté un peu du vent d'Odessa à Tel Aviv. Alors maintenant, je suis obligée de vous poser une question parce que quand on pense à Odessa, on pense aux voyous d'Odessa. Alors, il y a un grand écrivain local qui est le grand écrivain d'Odessa, qui est Isaac Babel. Si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument le lire. Isaac Babel, J'allais dire, vraiment, c'est le grand écrivain. Et lui, il décrit les bas-fonds. Il a écrit, par exemple, les contes d'Odessa, qui sont prodigieux, où il raconte l'histoire d'un mafieux surnommé le Japonais. Et cet homme dirige la mafia, donc fin 19e, début 20e siècle. Et c'est vrai que c'est une ville portuaire. C'est beaucoup plus Odessa, j'allais dire Marseille, Gênes, si vous voulez, Naples, des villes comme celle-là, où les bateaux partaient avec les sionistes Bien pour sûr. la terre d'Israël, mais partaient aussi dans toutes les directions, y arrivaient de toutes les directions, avec beaucoup de marchandises. Et les Juifs, qui étaient presque 40% de la population en 1900, étaient les médecins, étaient les intellectuels, mais étaient aussi des voleurs, des voyous. Est-ce qu'il y avait un voyou célèbre? Celui que j'ai nommé, Voilà, c'est le plus célèbre. Japonchik, comme on l'appelait, lui c'était la grande vedette. Isaac Babel écrit « Où commence Japonchik, se termine la police ». On a tout compris. On a tout compris. Donc c'était aussi, ils étaient aussi forts dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de littérature, beaucoup de films aussi autour de cette ville. Alors, qu'est-ce que vous allez raconter à ceux qui vont vous suivre pendant 1 heure pendant cette conférence du mardi 23 juin? Et est-ce que c'est pour tout le monde? J'espère que ça sera pour tout le monde. Tout le monde c'est comme une histoire, en fait. C'est un peu comme une histoire. Ouais. Je vais raconter un peu d'abord l'histoire générale de la ville, qui est une ville très récente. Elle naît au moment de la Révolution française, si vous voulez, par la tsarine Catherine II. C'est ce développement, justement, des Juifs qui arrivent là-bas. C'est tous les grands personnages, juifs et non-juifs, parce qu'on a des gens formidables. Mark Twain, qui viendra ici en terre d'Israël, ou la famille Oliphant, j'en dirai quelques mots. Ils ont un secrétaire, c'est lui qui écrira la Tikva quelques années plus tard. Il passe à Odessa. C'est le plus grand écrivain juif peut-être de la fin du 19e siècle. Il y a Shalom Aleichem, qui sera Bien aussi sûr. à Odessa et qui va écrire. Donc on va voir un peu comment se passe la vie d'Odessa au 19e siècle, au début du 20e siècle. Et je vais essayer aussi de raconter cette communauté juive d'aujourd'hui, avec ses nouveaux défis, avec cette vie qui recommence, avec une situation qui n'est pas facile en Ukraine. Être juif ou être ukrainien. Justement, parce que vous nous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui en Ukraine, et notamment à Odessa, on a des noms en hébreu sur les bâtiments, on se remémore le passé, on le dépoussière, on l'affiche. Cette communauté juive, comment vit-elle? On se demande, parce que c'est vrai que lorsqu'on pense aux Ukrainiens, bien que vous nous ayez dit que ce sont les Roumains à Odessa qui ont tué les Juifs, quand on pense aux Ukrainiens, on ne pense pas forcément du bien, quoi. Aujourd'hui, il vaut mieux être un juif à Odessa qu'en Europe de l'Ouest. Vous pouvez vous promener avec une kippa sur la tête. Les gens, au maximum, viennent vous serrer la main. Okay. Vous avez des drapeaux d'Israël à tous les hôtels pour accueillir les touristes israéliens. Il n'y a aucun problème de parler de son judaïsme de façon tout à fait ouverte. J'ai un très bon ami, Evgeny Yehuda Bronfman, qui lui donne des cours, surtout à des non-juifs, sur le judaïsme. Et les gens viennent dans un café, il les reçoit. Incroyable, un café littéraire qui parle. Il y a un amour d'Israël extraordinaire. Attention, je ne vais pas cacher, il y a un antisémitisme qui a existé et qui existe en Europe. Sûr. Il y a des phénomènes en Ukraine, mais je rappelle quand même qu'en Ukraine, il y a un président juif. Oui, bien sûr, mais Zelensky. Mais évidemment, mais bien sûr. Bon, alors écoutez, on va pas tout dévoiler, évidemment, c'est pas possible, c'est pas le but, c'est juste pour vous donner l'eau à la bouche et vous donner surtout envie de vous connecter. C'est gratuit, évidemment, on peut en apprendre beaucoup sur cette région et redécouvrir en fait ensemble l'histoire de Tel Aviv. C'est aussi un peu pour ça que vous aimez cette histoire. Parce que vous êtes passionné de la ville de Tel Aviv. Tout à fait. Vous y êtes ma né, ville je crois. natale. Voilà, tout à fait, c'est ça. ma ville natale.
Ok, bon alors, Moti Ligvornik, on vous retrouve mardi 23 juin de 11h à midi, évidemment, pour parler bien de cette petite Odessa, ou cette grande Odessa, comme vous voulez. Voilà. Vous avez beaucoup voyagé, vous connaissez par cœur, on peut le dire, cette ville d'Odessa, qui vous tient à cœur et que vous rapportez, dont vous rapportez l'histoire et qui se rapproche beaucoup de Tel Aviv. Donc voilà, si ça vous plaît, restez connectés mardi 23 juin de 11h à midi. On mettra le lien sous la vidéo, évidemment. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour votre Voilà. invitation. On était ravis de vous accueillir et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Moti. Au revoir.